Bonjour et bienvenue à ce deuxième petit déjeuner débat organisé en collaboration avec le groupe Larcier. Nous allons aujourd'hui avec Valérie vous aborder les questions liées aux nouveautés en matière de signature électronique et autres services de confiance. L'objectif de la signature électronique, c'est de passer de la signature manuscrite sur du papier à la signature de contrat par le biais d'outils électroniques, donc par l'informatique, et de manière à faciliter la conclusion de contrats à distance. La signature électronique est régie par une directive de 1999 qui a été transposée en droit belge par la loi du 9 juillet 2001. Et au bout de quand même 15 ans d'application de ces règles, on s'est aperçu que l'ensemble de ces règles avait un succès relatif, notamment lié au manque d'harmonisation à la fois transsectorielle et transnationale. C'est pourquoi le législateur européen a choisi d'utiliser l'outil juridique du règlement et a publié un règlement de 2014 relatif à la signature électronique. La structure du règlement est assez simple et courante. Première partie, la généralité, qui comprend un grand nombre de définitions. Deuxième partie, l'identification électronique, qui, elle, s'appesantit plus sur l'identification des personnes physiques dans le cadre du gouvernement digital. Donc, comment les services publics peuvent identifier des personnes qui ont accès à ces services et comment les services publics des différents États membres peuvent collaborer entre eux de manière à rendre ces différents services interopérables et de manière, au final, à ce qu'un citoyen français puisse venir utiliser les plateformes de services publics belges au moyen d'une signature électronique française, qu'elle soit reconnue ici en Belgique. La deuxième partie sur laquelle nous nous appesantirons un peu plus dans le cadre de cette présentation concerne les services de confiance électroniques. Une toute petite partie, un embryon de disposition sur l'archivage électronique qui est consacré aux documents électroniques, et puis quelques dispositions diverses en matière notamment d'entrée en vigueur. Qu'en est-il justement de la temporalité de ce règlement ? Bien, ce règlement est entré en vigueur au mois de septembre 2014, mais l'énorme majorité de ces dispositions ne seront applicables qu'au 1er juillet 2016. Dans l'intervalle, plusieurs actes d'exécution doivent être pris et la Commission européenne doit notamment préciser ce que les objectifs de haut niveau qui figurent dans les règlements valent en termes de normes techniques applicables concrètement à bas niveau par les entreprises. Le règlement prévoit également plusieurs mesures transitoires pour les prestataires de services qui ont déjà mis en place une offre commerciale sous le régime de l'ancienne loi, dans l'ancienne directive, et voir comment ils doivent assurer la transition dans le cadre du nouveau règlement. Ce règlement comporte une distinction qui est essentielle, la distinction entre les services qualifiés et les services qui ne sont pas qualifiés. Globalement, les services qui ne sont pas qualifiés ne peuvent pas être discriminés, donc on ne peut pas les écarter du simple fait qu'ils sont électroniques ou du simple fait qu'ils ne sont pas qualifiés. Et les services qualifiés, eux, sont soumis à des exigences supplémentaires, notamment un contrôle a priori, qui est une des grandes nouveautés du règlement, mais disposent en contrepartie de nombreux avantages, dont des présomptions de validité et un label européen de confiance. Donc, les services de confiance, dans leur ensemble, sont soumis à une obligation de sécurité et une obligation de notification en cas de brèche de sécurité, lorsqu'il y a une fuite de données, lorsque la méthode cryptologique qui est intégrée, qui est à la base du certificat, est corrompue, par exemple. Et les prestataires de services de confiance qualifiés, eux, sont soumis à des exigences complémentaires, notamment une procédure de contrôle a priori. C'est-à-dire que si vous désirez lancer une activité de prestataire de services de confiance, vous devez notifier cette demande et l'accompagner d'un rapport établi par un organisme de certification. Le tout sera vérifié par un organe de contrôle.
Et une fois que vous aurez été avalisé par cet organe de contrôle, le nom de votre entreprise sera publié dans ce qu'on appelle une liste de confiance, qui est maintenue par chaque État membre et qui sera coordonnée au niveau européen. Outre ce contrôle a priori, l'organe de contrôle peut exercer un contrôle permanent, c'est-à-dire qu'il peut, pendant les heures d'ouverture, faire des perquisitions, des descentes dans les locaux des prestataires de services de confiance. Ces prestataires de services de confiance qualifiés sont également tenus à une obligation de résultat, donc c'est-à-dire qu'il y a un renversement de la charge de la preuve. Dès qu'un dommage aurait été constaté, une fuite de données, qu'importe, ces prestataires de services de confiance seront présumés avoir agi de manière intentionnelle ou par négligence. À eux d'apporter la preuve du contraire. Il y a également à l'article 24 du règlement un grand nombre d'exigences complémentaires, notamment toute une procédure permettant à ces prestataires de services de confiance qualifiés d'identifier la personne physique ou la personne morale à qui ils vont fournir ce service, ce certificat de signature électronique. Également des exigences en termes de sécurité, de redondance informatique, de backup, de compliance avec la loi en matière de protection des données, etc., etc. En échange, on va voir un peu plus tard dans la partie liée aux prestataires de services de confiance que ceux-ci bénéficient d'un certain nombre de présomptions positives, cette fois-ci, présomption de validité, etc. Et ils pourront également bénéficier du label de confiance au niveau de l'Union européenne qui va être prochainement introduit. Oui, la réponse est oui, mais nous sommes des juristes, après tout. On ne peut pas signer un contrat de manière valable définitivement si on ne remplit pas un certain nombre de critères qui sont prévus dans le règlement sur la partie liée à la signature électronique. En matière de signature électronique, le règlement prévoit 3 grands principes. Premier principe, la non-discrimination, c'est-à-dire qu'un juge ne peut pas écarter une signature électronique au simple motif qu'elle est électronique ou qu'elle n'est pas qualifiée. Deuxièmement, l'assimilation de la signature électronique qualifiée, donc qui remplit l'ensemble des exigences, à la signature manuscrite. Donc, à ce moment-là, on se référera au droit national applicable pour voir quel est l'effet exact de la signature manuscrite. Et troisième élément, une reconnaissance mutuelle dans tous les États membres de l'Union européenne des signatures électroniques qualifiées basées sur un certificat qualifié qui est délivré dans un État membre. Qu'est-ce qu'une signature électronique qualifiée? Eh bien, c'est une signature électronique avancée, en ce sens qu'elle répond aux exigences prévues à l'article 26 du règlement, qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée. Donc, un dispositif de création de signature électronique qualifiée doit répondre aux exigences de l'annexe 2 et aux exigences contenues dans l'article 30 et suivant, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré par un prestataire de services de confiance qualifié qui correspond en outre aux exigences de l'annexe 1. Dans ce cas-là, la signature électronique qualifiée aura la même valeur qu'une signature manuscrite. Évidemment, il faut aller encore un pas plus loin une fois qu'on a cette signature électronique qualifiée. Il faut d'abord vérifier que cette signature est valable et qu'elle correspond bien à la personne qu'on est censé avoir en face de soi. Donc, le règlement organise une procédure de validation à l'article 32 par un prestataire de services électroniques de confiance qui doit fournir le service d'une manière définie également dans le règlement. Le règlement ne prévoit pas d'obligation de validation. C'est la loi nationale des signataires et leur propre responsabilité qui doit les amener à passer cette étape de validation. Enfin, la signature électronique doit être conservée, comme pour une signature papier par ailleurs, et cela doit se faire dans les conditions prévues à l'article 34, donc par un prestataire de services de confiance qualifié, qui doit en plus mettre des procédures en place pour lutter contre l'obsolescence des formats, puisque les technologies actuelles, les formats actuels, ne seront peut-être pas ceux qui seront applicables dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Donc il faut absolument pouvoir garder une trace de ces différents formats et
les logiciels qui permettent de les lire et de les interpréter pour éviter que des éléments contractuels ne disparaissent au fil du temps. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à prévoir par contrat avec vos prestataires de services, la manière dont vous allez gérer l'obsolescence des formats qui arrivent. Concrètement, pour répondre à la question, puis-je signer un contrat, enfin pourrais-je, une fois que le règlement sera applicable, signer un contrat allemand avec ma signature électronique belge? Si la signature électronique belge est une signature électronique qualifiée, reconnue en Belgique, à ce moment-là, elle aura exactement le même effet qu'une signature manuscrite. C'est comme si vous aviez signé à la main ce contrat allemand. Si la signature électronique belge n'est pas qualifiée, par contre, le juge ne peut pas l'écarter uniquement parce qu'il s'agit d'une signature électronique ou parce qu'elle n'est pas qualifiée, et on renverra au droit national pour décider de la valeur probante de cette signature électronique non qualifiée ainsi que de son effet juridique. Je vais maintenant passer la parole à Valérie qui va nous parler de la nouveauté prévue dans le règlement, à savoir la signature électronique applicable aux sociétés. Les bénéfices du recours à l'utilisation de la signature électronique sont nombreux. Mais une société peut-elle recourir à ce type de procédé? La directive sur les signatures électroniques ne précise pas si la signature électronique est réservée ou non aux seules personnes physiques. La loi belge précise expressément que la signature électronique est également ouverte aux personnes morales. Ce n'est toutefois pas le cas de tous les autres droits nationaux européens. Le règlement européen, qui harmonise les législations en la matière, ouvre des aspects de la signature électronique aux entreprises, et ce, en 2 étapes. Premièrement, le règlement prévoit que l'identification d'une personne morale se fait de la même manière que l'identification d'une personne physique. Signer un document permet en effet d'identifier le signataire de celui-ci. Le règlement consacre, en son article 6, le principe de reconnaissance mutuelle des moyens d'identification électronique sous condition. Les États membres seront par ailleurs désormais obligés de coopérer dans un but d'interopérabilité et de sécurité des schémas d'identification électronique en vertu de l'article 12, 5e du projet de règlement. En deuxième lieu, le règlement consacre la notion de cachet électronique qui permet l'authentification des données électroniques cachetées. Comme son nom l'indique, le cachet électronique est le pendant du cachet traditionnel, permettant d'identifier l'entreprise. Le règlement précise que les cachets électroniques devraient servir à prouver qu'un document électronique a été délivré par une personne morale en garantissant l'origine et l'intégralité du document. Il ajoute également que les cachets électroniques doivent pouvoir servir à authentifier les biens numériques appartenant à une personne morale, comme un code logiciel ou des serveurs. Le législateur européen n'a donc pas osé aller jusqu'au bout de la logique et il n'a pas adopté la perspective belge. En effet, si la signature électronique peut être utilisée pour manifester l'adhésion d'une personne physique, signataire à un contrat, le cachet, lui, il se limite à garantir l'origine et l'intégrité des données électroniques cachetées. Conséquence de l'entrée en vigueur prochaine de ce règlement, la loi belge ne pourra plus, du moins en l'état, autoriser un certificat de signature électronique au nom d'une personne morale, puisque le certificat, lui, est réservé aux personnes physiques. Néanmoins, la Belgique pourra toujours modifier ultérieurement sa loi pour lui conférer une signature au cachet électronique. Ce qui est vu à l'étranger comme une avancée audacieuse n'est donc finalement qu'un retour en arrière pour la Belgique. À nouveau, le règlement prévoit la non-discrimination du cachet électronique dont la production peut être refusée en justice au motif qu'il est électronique et la présomption de validité des données auxquelles un cachet électronique qualifié est lié. Les prestataires de services de confiance ont connu un succès assez relatif. Donc, par exemple, le Certipost avait lancé en 2003 un
une procédure de recommandé électronique. Cette procédure de recommandé électronique, cette offre de recommandé électronique, a fait long feu. Ils l'ont retirée, probablement parce qu'il n'y avait pas encore de marché d'un côté et surtout de cadre réglementaire clair en termes de recommandé électronique. A contrario, on voit que des méthodes de redatage électronique comme l'IDEPO fourni par l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou les certificats d'authentification des sites web ont un grand succès. Et le règlement de 2014 veut créer un cadre harmonisé et clair pour les prestataires de services de confiance, de manière à ce que ceux-ci puissent développer un marché qui est potentiellement prometteur. Le redatage électronique, justement, est là pour prouver que des données électroniques existent à un temps donné T. Alors, évidemment, on voit tout de suite les applications en termes de signature de documents, de réception ou d'envoi de documents. Mais on peut également imaginer des eurodatages électroniques pour des logs d'accès à des fichiers. Donc on va pouvoir horodater de manière très claire les informations qui sont contenues dans ces logs d'accès. Donc qui accède, à quelle heure, dans quelles conditions, à partir d'où, éventuellement même, quelles sont les modifications apportées au fichier à ce moment-là. Donc on peut envisager un eurodatage électronique intégré de manière extrêmement fine et poussée dans des applications logicielles. On retrouve les trois grands principes dont j'ai déjà parlé dans l'eurodatage électronique. Premièrement, la non-discrimination. Donc on ne peut pas évacuer un eurodatage électronique au simple motif qu'il est électronique ou qu'il n'est pas qualifié. Une présomption d'exactitude en termes de date et d'heure, ainsi que d'intégrité des données, ce qui a également son importance, si on est en présence d'un eurodatage électronique qualifié, et un eurodatage électronique qualifié, reconnu dans un État membre, entraîne une reconnaissance au niveau européen. Pour avoir un eurodatage électronique qualifié, il faut se référer aux exigences contenues dans l'article 42 du règlement, qui prévoit notamment que cet eurodatage est fourni par un prestataire de service qualifié qui va signer l'eurodatage au moyen de sa signature électronique qualifiée. Les recommandés électroniques, à nouveau les trois principes, non-discrimination, on ne peut pas évacuer un recommandé électronique parce qu'il est électronique, une présomption d'intégrité d'envoi par l'expéditeur, de réception par le destinataire prévu, d'exactitude de l'heure et de la date pour l'envoi et la réception, si on est dans le cadre d'un recommandé électronique qualifié. Par contre, le règlement ne prévoit pas de reconnaissance mutuelle en termes de recommandé électronique qualifié. Donc, on peut se demander s'il s'agit d'un oubli ou d'une décision délibérée de la part du législateur européen. Il n'en touche pas mot. Et pour l'instant, la doctrine est divisée entre savoir si ce principe de reconnaissance mutuelle est tellement intégré tout au long du règlement qu'il va également s'appliquer aux recommandés électroniques, même s'il n'est pas prévu, ou la deuxième hypothèse qui est de dire ce principe de reconnaissance mutuelle est tellement intégré dans le règlement que le fait de ne pas le mettre pour le recommandé électronique signifie que le législateur a voulu expressément prévoir qu'il n'y ait pas de reconnaissance pour ce service de confiance. L'avenir nous dira peut-être dans quelle direction on va avancer sur ce point. Le recommandé électronique qualifié doit correspondre aux exigences de l'article 44. Alors, concrètement, comment va-t-on mettre en place un recommandé électronique qualifié ? Eh bien, on ne peut évidemment pas envoyer à une adresse électronique fournie par l'expéditeur le recommandé électronique, puisqu'alors on n'aura pas de certitude quant à l'identité, l'identification de la personne qui reçoit ce recommandé. Donc, tout au plus, le recommandé électronique va-t-il être mis sur une plateforme électronique et une notification par un email non sécurisé, voire même peut-être par un envoi papier, vont attirer l'attention du destinataire sur le fait qu'il a reçu un recommandé électronique, qu'il doit se connecter à la plateforme électronique au moyen de sa signature électronique ou de son certificat d'authentification
pour avoir accès à ce recommandé électronique qualifié. Un autre point prévu par le règlement, c'est la certification d'authentification des sites web. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit concrètement très très régulièrement tous les jours lorsque l'on surfe sur Internet, qui permet notamment d'éviter des attaques par phishing, donc c'est-à-dire quand on modifie une page web très connue et qu'on essaie de voler des données à caractère personnel par le biais de cette page trafiquée. Donc très concrètement, c'est lorsque vous avez un petit cadenas vert ou un petit élément vert comme ça dans la barre d'adresse de votre navigateur. Le règlement en parle assez succinctement. Donc, un certificat qualifié d'authentification doit correspondre aux exigences qui sont contenues dans l'annexe 4 au règlement. Donc, elle doit être délivrée par un prestataire de services de confiance qualifié, qui doit identifier correctement la personne physique ou morale à qui le certificat a été octroyé, etc., etc., etc. Pour l'instant, le règlement ne prévoit pas d'obligation d'authentification des sites web et c'est uniquement sur base volontaire. Si vous avez la volonté, le souhait d'augmenter la confiance de vos visiteurs et consommateurs dans votre site web, par exemple, ou que vous voulez protéger certaines transactions. La digitalisation est un enjeu extrêmement important pour la plupart des entreprises et administrations. Nous constatons donc une tension entre les pratiques des entreprises qui ont pris la mesure de nombreux avantages de la numérisation et le cadre légal qui peine encore à répondre à toutes les questions. Si vous souhaitez mettre en place une politique zéro papier au sein de votre entreprise, soit numériser l'ensemble des documents et détruire ceux-ci, vous allez être confronté à deux catégories de risques. La première rassemble toutes les obligations de conserver des documents sous leur forme originelle. La deuxième catégorie rassemble le risque en matière de preuve en cas de conflit. Le droit belge connaît une multitude de textes légaux qui peuvent s'appliquer à l'une ou à l'autre de ces catégories. Le législateur, dans sa loi du 15 mai 2007, fixant le cadre juridique pour certains prestataires de confiance, avait donné une lueur d'espoir au secteur en prévoyant les grandes lignes du cadre juridique général. Toutefois, à défaut d'arrêté d'exécution, cette loi est malheureusement restée lettre morte. En cas de conflit, le risque est essentiellement un problème de preuve. En théorie, la copie ne fait pas foi tant que l'original subsiste, et ce dernier peut toujours être réclamé. En pratique, toutefois, il n'y a quasi jamais aucune difficulté à produire des copies en justice. Au pire, cette copie peut être considérée comme étant un commencement de preuve par écrit. En ce qui concerne l'obligation de conservation de certains documents originaux, cela dépend de différents textes de loi. Une loi spécifique à un secteur, des règles fiscales ou sociales, ainsi que les règles en matière d'archivage public pour certaines administrations. Dans ces cas, il est parfois interdit de détruire les documents originaux, ou parfois la numérisation est encadrée. Les délais prévus par les différentes législations sont très différents. Enfin, ces différents délais obligatoires de conservation se superposent aux délais de prescription, pendant lesquels il est prudent de conserver certains documents en cas de contentieux. Alors, comment faire concrètement pour mettre en place une politique zéro papier ? Il s'agira d'abord de dresser un tableau de tri qui reprend l'ensemble des documents manipulés par l'entreprise et indiquer pour chaque catégorie de documents les modalités et les délais de conservation. Ce tri peut éventuellement être affiné avec un score de risque en fonction du caractère potentiellement contentieux d'un dossier. Il est également très important de mettre en place tout un processus de numérisation qui garantit l'intégrité, la lisibilité, l'authenticité, la traçabilité des données. Ce processus fera partie intégrante des pièces qui seront éventuellement fournies au juge en cas de contestation. En l'absence d'un cadre belge, le cadre réglementaire européen aurait pu être extrêmement intéressant pour aborder cette question qui dépasse rapidement les frontières nationales. Malheureusement, il s'agit d'une occasion manquée du législateur européen
puisque le seul article du règlement en matière d'archivage électronique manque singulièrement d'ambition. L'entreprise et le juriste sont donc renvoyés à la multitude de textes éparses et à la certitude concernant les modalités adéquates de numérisation et de conservation des documents. En conclusion de cette présentation, je dirais que ce projet de règlement permet d'atteindre l'objectif d'harmonisation convoité et est assez audacieux par rapport à de nombreuses législations nationales. Néanmoins, d'un point de vue belge, il n'apporte pas de véritable révolution et l'absence de dispositions effectives sur l'archivage électronique notamment peut être regrettée. C'est ici que se clôture ce nouvel Irlégal. Au nom d'Alexandre et de moi-même, je vous remercie de votre attention et vous invite à nous retrouver pour un prochain petit déjeuner.